Le train de 18h47 filait vers Lyon dans un bruit régulier qui berçait mes pensées. Je regardais défiler le paysage automnal par la fenêtre, mes mains crispées sur mon sac à main. Comme chaque dernier dimanche du mois, j'allais dîner chez mes parents. Et comme chaque fois, j'avais cette boule au ventre qui grandissait à mesure que je m'approchais de la maison familiale. À 28 ans, j'étais avocate dans un cabinet parisien réputé. Sur le papier, ma vie ressemblait à un succès. Appartement dans le 16e arrondissement, voiture de fonction, client fortuné. Pourtant, dès que je franchissais le seuil de cette maison bourgeoise de Lyon où j'avais grandi, je redevenais cette petite fille qui ne trouvait jamais sa place. La villa des Moreau se dressait majestueuse derrière ses grilles en fer forgé. Papa avait acheté cette propriété quand son cabinet médical avait prospéré. Maman y avait ajouté sa touche d'ancienne professeure de littérature, rosier impeccable, bibliothèque qui tapissait le salon, argenterie héritée de sa mère. Tout était parfait, comme toujours. Je sonnai à la porte, bien que j'ai encore mes clés. Une habitude que j'avais prise depuis que je vivais à Paris, comme pour marquer une distance respectueuse. Maman m'ouvrit avec son sourire poli, celui qu'elle réservait aux invités. Elle avait 62 ans mais paraissait plus jeune, toujours élégante dans ses tailleurs en tweed. « Léa, ma chérie. Tu as fait bon voyage ? » ?»« Oui, maman. » Le train était à l'heure. Elle m'embrassa sur les joues, ce baiser rapide et conventionnel que nous échangions depuis des années. Papa apparut dans l'entrée, encore en chemise blanche malgré le dimanche. À 65 ans, le docteur Henri Moreau imposait toujours le respect avec sa stature imposante et ses cheveux gris parfaitement coiffés. « Bonsoir, Léa. Thomas et Sophie sont déjà arrivés. » J'entendais leur voix qui venait du salon. Mon frère aîné parlait fort, comme d'habitude, racontant probablement ses derniers succès professionnels. Thomas avait 4 ans de plus que moi et n'oubliait jamais de me le rappeler, directement ou indirectement. Nous nous dirigeâmes vers le salon où la scène familiale habituelle se déroulait. Thomas, grand et élancé dans son pull en cachemire, gesticulait en parlant de son dernier projet architectural. Sophie, sa femme, l'écoutait avec l'attention qu'elle lui portait depuis leurs 10 ans de mariage. Blonde et réservée, elle travaillait dans la communication et s'effaçait toujours devant la personnalité dominante de mon frère. « Ah, Léa !» lança Thomas en me voyant entrer. « Tu arrives enfin. » On parlait justement du nouveau complexe résidentiel que je vais concevoir. 80 millions d'euros de budget. « Bonsoir, Thomas. »« Bonsoir, Sophie. » Je saluai ma belle-sœur qui me sourit timidement. Elle avait toujours été gentille avec moi, mais notre relation restait superficielle. Nous n'avions jamais réussi à créer de véritable complicité. Papa servit l'apéritif, ce rituel sacré qui marquait le début de nos réunions familiales. Champagne dans les flûtes en cristal, petits fours disposés sur les assiettes de porcelaine. Tout était orchestré avec la précision d'une cérémonie. « Alors, Léa, quoi de neuf dans ta vie ?» demanda maman en s'installant dans son fauteuil préféré. Cette question revenait chaque mois, et chaque mois, je ne savais jamais vraiment quoi répondre. Parler de mes dossiers juridiques ? De mes insomnies ? De ma solitude parisienne ? De cette anxiété qui me saisissait parfois au milieu de la nuit ? Le travail va bien. J'ai gagné une affaire importante la semaine dernière. C'est bien, dit papa de sa voix neutre. Thomas reprit aussitôt la parole pour parler de ses propres succès. Ses phrases s'enchaînaient, remplissant l'espace sonore du salon. Il avait toujours eu ce don de monopoliser l'attention, cette facilité à raconter sa vie comme un roman d'aventure. Je buvais mon champagne en l'écoutant à moitié, observant cette famille dont je faisais partie sans jamais vraiment m'y sentir intégré. Mes parents hochaient la tête avec fierté quand Thomas parlait de ses projets, de sa réussite, de sa vie bien rangée. Avec moi, leur réaction était plus mesurée, plus prudente. Et côté cœur ? Lança soudain Thomas avec ce sourire en coin que je lui connaissais trop bien. Toujours célibataire, notre petite Léa ? Le mot « petite » me fit grimacer intérieurement. J'avais 28 ans, mais dans cette maison, je restais éternellement la petite sœur, celle qui n'avait pas encore trouvé sa voie. Je n'ai pas de nouvelles particulières à ce sujet. C'est dommage. À ton âge, Sophie et moi, on était déjà mariés depuis 3 ans.
Sophie baissa les yeux, mal à l'aise. Elle savait que ces comparaisons me blessaient, mais elle n'osait jamais intervenir. Mes parents gardaient un silence qui en disait long sur leur opinion. Le dîner fut annoncé par maman, et nous passâmes dans la salle à manger. La grande table ovale était dressée avec le service en porcelaine de Limoges, les verres en cristal, les couverts en argent. Chaque place avait été assignée selon un protocole immuable, papa en bout de table, maman à sa droite, Thomas et Sophie d'un côté, moi de l'autre, seul. Cette disposition géographique résumait parfaitement ma place dans cette famille, isolée, observatrice, spectatrice de leur bonheur conjugal et de leur réussite sociale. Maman avait préparé son menu dominical habituel, velouté de châtaigne, rôti de bœuf aux légumes du jardin, tarte aux poires. Une cuisine bourgeoise et réconfortante qui me rappelait mon enfance, quand ces repas familiaux étaient encore synonymes de chaleur et de complicité. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Je sentais une tension particulière dans l'air, une électricité qui n'annonçait rien de bon. Thomas avait ce regard que je lui connaissais depuis l'enfance, celui qui précédait ses méchancetés gratuites. Il attendait son moment, comme un prédateur guette sa proie. Et moi, sans le savoir encore, je portais dans mon sac le cadeau qui allait tout changer. Le rôti de bœuf était parfait, comme toujours. Maman avait ce talent pour transformer chaque repas en œuvre d'art culinaire. Pourtant, j'avais du mal à avaler, cette boule dans l'estomac qui ne me quittait plus depuis mon arrivée. Thomas racontait ses exploits professionnels avec cette assurance qui m'avait toujours impressionné. Son nouveau projet d'hôtel de luxe à Cannes, ses rendez-vous avec des investisseurs internationaux, sa promotion qui se profilait. Papa l'écoutait avec cette fierté qu'il ne cachait jamais quand il s'agissait de son fils aîné. « Et toi, Léa ? Tu ne dis rien ce soir ?» fit remarquer Sophie, tentant de m'inclure dans la conversation. « Je vous écoute, c'est très intéressant. » Thomas se tourna vers moi avec ce sourire narquois que je détestais. Ses yeux brillaient d'une méchanceté que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Notre petite sœur est sage comme une image. Toujours à sa place, sans faire de bruit. Pas comme certaines femmes de son âge qui s'agitent pour se faire remarquer. Le sous-entendu était clair. Encore une pique sur ma vie sentimentale, sur mon célibat qui semblait les déranger plus que moi-même. Je serrai mes mains sous la table, cherchant mon calme habituel. « Thomas » intervint doucement Sophie. « Quoi ? Je constate, c'est tout. Regarde-la, elle mange en silence, elle acquiesce poliment. Une vraie petite fille modèle. » Sa voix montait légèrement, signe qu'il préparait une de ses attaques plus directes. Papa continuait de découper sa viande, feignant de ne rien entendre. Maman regardait fixement son assiette. « Tu sais quoi, Léa ? » continua Thomas en posant ses couverts. « Parfois, je me demande si tu as vraiment ta place à cette table. » Le silence se fit lourd. Mes parents échangèrent un regard gêné mais ne dirent rien. Sophie baissa les yeux, mal à l'aise. L'horloge du salon égrena quelques secondes interminables. « Ton assiette est dehors, avec les chiens », lança Thomas d'une voix froide. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Personne ne réagit. Papa continua de manger, maman but une gorgée de vin, Sophie fixait ses mains. Leur silence était pire que les paroles de mon frère. Il validait ces mots, les rendait acceptables. Mais cette fois, quelque chose était différent en moi. Au lieu de baisser la tête et d'encaisser comme d'habitude, je sentis une force nouvelle monter de mes entrailles. Une colère froide et déterminée. Je me levai calmement et sortis de mon sac un petit paquet emballé dans du papier doré. Tous les regards se tournèrent vers moi, surpris par cette réaction inattendue. « J'ai apporté quelque chose pour toi, Thomas. » Ma voix était calme, presque douce. Je posai le cadeau au centre de la table, entre les verres et les plats. L'objet détonnait dans ce décor parfait, comme un élément perturbateur. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il, méfiant. « Avant d'ouvrir ton cadeau, regarde sous ton assiette. Tu vas avoir une surprise. » Thomas fronça les sourcils mais souleva son assiette. Une photo était collée en dessous. Une photo de lui à 10 ans, souriant de toutes ses dents, me tenant par la main devant l'hôpital. Au dos, de son écriture d'enfant, pour ma petite sœur adorée que j'aime très fort. Son visage changea d'expression. La suffisance disparut,
remplacé par quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la vulnérabilité. Maintenant, ouvre ton cadeau. Ses mains tremblaient légèrement en déchirant le papier. À l'intérieur, une petite boîte contenait une dizaine de lettres pliées, jaunies par le temps. Des lettres qu'il m'avait écrites pendant mes longs mois d'hospitalisation, quand j'avais 12 ans et que la leucémie avait bouleversé notre famille. Il déplia la première lettre, et je vis ses yeux s'embuer. Papa et maman s'étaient penchés, reconnaissant l'écriture de leur fils. Sophie regardait la scène sans comprendre. Ma petite Léa, j'ai dessiné un château pour toi. Quand tu reviendras, on construira une cabane dans le jardin et tu seras la princesse. Je te protégerai toujours. Ton grand frère qui t'aime, Thomas. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Dans le silence de la salle à manger, seuls résonnaient les battements de mon cœur et le tic-tac de l'horloge. Tu m'as écrit 23 lettres, Thomas. 23 lettres d'amour et de promesses. Tu disais que j'étais ta petite sœur chérie, que ma place était à tes côtés, que tu ne laisserais jamais personne me faire du mal. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Mes parents nous regardaient, bouleversés par cette scène qu'ils n'avaient pas vue venir. Alors dis-moi, grand frère, qu'est-ce qui a changé? Thomas tenait encore la lettre dans ses mains tremblantes. Ses épaules s'affaissaient comme si le poids de ses propres mots d'enfant l'écrasait. Papa avait posé ses couverts, maman essuyait discrètement ses yeux. Sophie nous regardait alternativement, cherchant à comprendre cette histoire dont elle ignorait tout. Je me rassis lentement, observant mon frère qui découvrait ses autres lettres. Chacune racontait la même chose, l'amour inconditionnel d'un grand frère pour sa petite sœur malade. Des dessins collés, des promesses d'aventures futures, des mots tendres qui contrastaient cruellement avec l'homme qu'il était devenu. Les souvenirs revenaient par vagues. J'avais 12 ans quand les médecins avaient prononcé ce mot qui avait fait s'écrouler notre monde, leucémie. Du jour au lendemain, notre maison s'était transformée en quartier général médical. Rendez-vous, traitement, espoir et rechute. Thomas avait 16 ans à l'époque. Un âge difficile où l'on construit sa personnalité, où l'on rêve d'indépendance. Mais ma maladie avait tout chamboulé. Nos parents, rongés par l'angoisse, avaient reporté toute leur attention sur moi. Papa annulait ses consultations pour m'accompagner à l'hôpital, maman avait pris un congé sabbatique pour rester à mes côtés. Et Thomas? Thomas était devenu invisible du jour au lendemain. Tu te souviens de tes 17 ans? Lui demandai-je doucement. Il leva les yeux vers moi, encore sous le choc de ses propres lettres. Papa et maman étaient à l'hôpital avec moi. J'avais fait une infection grave. Tu es rentré seul à la maison, tu as soufflé tes bougies tout seul, tu as mangé le gâteau que maman avait préparé avant de partir en urgence. Sa mâchoire se contracta. Ce souvenir lui faisait mal, je le voyais. Le lendemain, tu m'as apporté une part de gâteau à l'hôpital en me disant que c'était le plus beau cadeau d'anniversaire de ta vie, me voir aller mieux. Léa, murmura-t-il. Mais c'était faux, n'est-ce pas? Tu avais mal. Tu avais 17 ans et tes parents t'avaient oublié le jour de ton anniversaire. Alors tu as commencé à te construire une carapace. Il fallait que tu sois parfait, que tu réussisses mieux que tout le monde, pour récupérer leur attention. Maman porta sa main à sa bouche, réalisant soudain la portée de nos négligences passées. Papa baissa la tête, accablé par cette vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Quand je suis sorti de l'hôpital, guéri, vous aviez tous pris vos nouvelles habitudes. Papa et maman marchaient sur des œufs avec moi, terrifiés à l'idée que je retombe malade. Et toi, Thomas, tu étais devenu cette machine à réussir. Premier de ta classe, puis major de ton école d'architecture, puis le meilleur dans ton travail. Tu ne comprends pas, dit-il d'une voix brisée. Il fallait que je prouve que j'existais aussi. Mais tu existais. Tu étais mon héros. Ces lettres le prouvent. Je désignai les papiers éparpillés devant lui. 23 témoignages d'amour pur, écrits de la main d'un adolescent qui aimait sa petite sœur plus que tout au monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu décidé que j'étais ton ennemi? Thomas se prit la tête dans les mains. Quand il releva le visage, ses yeux étaient rouges. Parce que tu avais tout. Cria-t-il soudain. Tu avais leur amour, leur attention, leur inquiétude. Même malade, même à l'hôpital,
Tu étais celle qui comptait. Moi, j'étais juste celui qui ne devait pas faire de vagues, qui devait être fort, qui devait réussir pour ne pas ajouter de problèmes. Sa colère explosait enfin, cette rage qu'il avait enfouie pendant des années. Sophie sursauta, découvrant un homme qu'elle ne connaissait pas. J'ai travaillé comme un fou pour avoir leur fierté. Mes diplômes, mes succès, mon mariage parfait. Tout ça pour exister à leurs yeux. Mais toi, il te suffisait d'être là pour qu'ils t'aiment. Thomas, intervint papa d'une voix cassée. Nous? Non. Vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Léa était la petite princesse fragile qu'il fallait protéger, et moi j'étais le grand garçon responsable sur qui on pouvait compter. Le silence retomba sur la salle à manger. Pour la première fois depuis des années, Thomas venait de dire sa vérité. Une vérité douloureuse qui expliquait sa transformation, cette métamorphose du grand frère aimant en rival impitoyable. Je tendis la main vers lui, et à ma grande surprise, il la prit. Je n'ai jamais voulu te voler leur amour, Thomas. J'aurais tout donné pour redevenir invisible et te voir récupérer ta place. Je sais, chuchota Théil. Je l'ai toujours su. Mais j'étais tellement en colère, contre eux, contre moi, contre cette maladie qui avait tout cassé. Nous nous regardions enfin vraiment, mes parents et nous. Deux enfants devenus adultes, blessés par les circonstances et les silences, qui retrouvaient leurs souvenirs d'amour enfouis sous des années de malentendus. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce dîner bouleversant. Mon téléphone avait sonné le lundi matin, alors que je préparais mon café dans ma cuisine parisienne. Le nom de Thomas s'affichait à l'écran. Nous ne nous étions pas parlé au téléphone depuis des mois. Léa? J'aimerais qu'on se voie. Tu peux venir à Lyon ce week-end? Sa voix était différente, plus douce, débarrassée de cette arrogance habituelle. J'avais accepté, surprise par ma propre envie de le revoir. Le samedi suivant, nous nous étions donné rendez-vous au Café des Platanes, cette petite brasserie près de notre ancien lycée où nous allions goûter après les cours. L'endroit n'avait pas changé, banquette en moleskine rouge, comptoir en zinc, odeur de café et de croissants chauds. Thomas était déjà là quand j'arrivais. Il avait vieilli en quelques jours, comme si ses émotions l'avaient rattrapé d'un coup. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Il se leva pour m'embrasser, un geste spontané qui m'étonna. Merci d'être venu. Nous nous installâmes à notre ancienne table, près de la fenêtre. Le patron, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux bouclés, nous apporta 2 cafés sans qu'on le lui demande. Vous vous souvenez de moi? Je suis Antoine, le fils de Madame Dubois. J'ai repris le café après sa mort. Bien sûr, s'exclama Thomas. Tu nous préparais des chocolats chauds quand on était petit. Antoine sourit avec nostalgie. Il avait ce visage buriné par la vie, ses rides qui racontent des histoires. Ses yeux bruns pétillaient de bienveillance. Ça me fait plaisir de vous revoir ensemble. Votre mère me disait toujours que vous étiez inséparables. Il repartit nous servir d'autres clients. Thomas remua son café en silence, cherchant ses mots. Je n'ai pas dormi depuis dimanche, finit-il par dire. Ces lettres. J'avais oublié qui j'étais avant. Tu n'avais pas oublié. Tu t'étais protégé. Peut-être. Mais j'ai été ignoble avec toi. Pendant des années. Il leva les yeux vers moi, et j'y vis une sincérité que je n'avais plus vue depuis l'adolescence. Sophie et moi, on a des problèmes. Elle veut qu'on fasse une thérapie de couple. Elle dit que je suis devenu quelqu'un d'amer, de compétitif. Que je ne sais plus aimer sans calculer. Cette confession me toucha. Thomas, si sûr de lui, reconnaissait enfin ses failles. Et au travail, c'est pareil. Je suis épuisé de toujours devoir prouver que je suis le meilleur. J'ai 32 ans et j'ai l'impression d'en avoir 50. Antoine revint remplir nos tasses. Il avait cette présence apaisante des gens qui ont beaucoup vécu. Excusez-moi, mais je vous entends parler de difficultés. Moi aussi, j'ai traversé des épreuves. Ma femme est morte dans un accident il y a 3 ans. Cancer du sein à 30 ans. Ces mots nous coupèrent le souffle. Il continua avec une dignité impressionnante. Elle m'a laissé ma fille Emma, 8 ans maintenant. Au début, j'étais en colère contre le monde entier. Mais Emma m'a appris que la vie continue,
qu'il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment. Je suis désolée, murmurai-je. Merci. Ce que je veux dire, c'est que les épreuves peuvent nous abîmer ou nous réparer. Ça dépend de ce qu'on en fait. Il nous laissa avec ces mots, retournant s'occuper de son café. Thomas et moi restions silencieux, touchés par cette leçon de vie inattendue. Il a raison, dit finalement mon frère. Moi, j'ai laissé ma colère m'abîmer. Et t'abîmer aussi. On peut réparer, Thomas. On a encore le temps. Il tendit sa main vers la mienne, comme nous l'avions fait enfant pour sceller nos promesses. J'aimerais essayer. Pour de vrai cette fois. Nous parlâmes pendant 2 heures, retrouvant progressivement cette complicité perdue. Thomas me raconta ses angoisses, ses insomnies, cette pression constante qu'il s'imposait. Je lui confiai mes propres doutes, ma solitude parisienne, cette impression de ne jamais être à ma place nulle part. Quand nous nous séparâmes, quelque chose avait changé entre nous. Pas une réconciliation magique, mais un début, une porte entr'ouverte sur ce que nous avions été et ce que nous pourrions redevenir. En rentrant à Paris le dimanche soir, je repensais aux paroles d'Antoine. Sa sagesse tranquille, sa capacité à transformer sa douleur en force. Il y avait quelque chose de profondément apaisant chez cet homme qui avait reconstruit sa vie après la tragédie. Je ne savais pas encore que notre conversation de café allait changer le cours de mon existence, que ce veuf courageux et sa petite fille allaient m'apprendre le véritable sens du mot famille. 2 semaines plus tard, je retournai au café des Platanes. Cette fois, ce n'était pas pour voir Thomas, mais pour retrouver Antoine. Nos échanges lors de ma dernière visite m'avaient marqué plus que je ne voulais l'admettre. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler de la vie, dans sa sagesse tranquille, qui m'apaisait. Il était 16 heures passées quand je poussai la porte du café. L'ambiance était feutrée, quelques clients lisaient leur journal en buvant leur café. Antoine était derrière le comptoir, essuyant des verres avec des gestes précis et réguliers. Quand il me vit, son visage s'éclaira d'un sourire sincère. « Léa. Quel plaisir de vous revoir. Thomas n'est pas avec vous ? » « Non, aujourd'hui c'est juste moi. J'avais envie de reprendre un de vos cafés. » Il me servit un café dans une vraie tasse en porcelaine, pas ces gobelets en carton qu'on trouve partout. Tout chez lui respirait l'authenticité, cette attention aux détails qui fait la différence. « Comment va votre frère ? » J'ai eu l'impression qu'il allait mieux la dernière fois. « Oui, on fait des progrès. C'est grâce à vos paroles, en partie. Ce que vous avez dit sur les épreuves qui nous abîment ou nous réparent, ça nous a fait réfléchir. » Antoine posa son torchon et s'appuya contre le comptoir. Il avait cette présence rare des gens qui savent vraiment écouter. Vous savez, j'ai mis du temps à comprendre ça moi-même. Après la mort de Mathilde, ma femme, j'étais en colère contre tout. Contre les médecins, contre Dieu, contre la vie. Ma fille Emma me regardait avec ses grands yeux tristes, et moi je n'arrivais plus à lui sourire. Sa voix portait encore la trace de cette douleur, mais sans amertume. Il avait appris à vivre avec, à la transformer en quelque chose de plus fort. Qu'est-ce qui vous a fait changer ? Emma, justement. Un matin, elle m'a demandé si maman était morte parce qu'elle avait été méchante. Elle avait 6 ans. 6 ans et elle se sentait coupable de la mort de sa mère. J'eus un pincement au cœur en imaginant cette petite fille porter un tel poids. J'ai réalisé que ma colère ne servirait à rien si elle détruisait ce qui me restait de plus précieux, ma fille et les souvenirs heureux de Mathilde. Alors j'ai choisi de me battre pour construire plutôt que pour détruire. La porte du café s'ouvrit à ce moment-là, et une petite fille aux cheveux châtains entra en courant. Elle portait un cartable rose et avait ce sourire éclatant des enfants heureux. « Papa. J'ai eu 18/20 en dictée. Emma. Ma championne. » Antoine contourna le comptoir pour prendre sa fille dans ses bras. Elle se blottit contre lui avec cette confiance absolue que seuls les enfants aimés possèdent. Leur geste était empreint d'une tendresse qui me serra le cœur. « Emma, je te présente Léa. C'est la sœur de Thomas, tu te souviens ? Le monsieur qui venait ici quand il était petit. » Emma me dévisagea avec cette franchise désarmante des enfants de 8 ans. Ses yeux bruns, identiques à ceux de son père, me scrutaient avec curiosité. « Bonjour Léa. Papa, elle peut rester goûter avec nous ? Si elle veut bien,
répondit Antoine en me regardant. J'acceptai, touché par cette invitation spontanée. Antoine installa Emma à une table près de la fenêtre et lui apporta du pain grillé avec de la confiture maison. Il s'assit avec nous, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis partie d'une vraie famille. Emma me raconta sa journée d'école avec cette passion des enfants pour les détails. Sa maîtresse qui avait de nouvelles lunettes, son copain Lucas qui avait perdu une dent, le hamster de la classe qui attendait des bébés. Antoine l'écoutait avec cette attention bienveillante qui révélait son amour pour elle. « Tu as des enfants, Léa ?» me demanda Emma entre deux tartines. « Non, pas encore. Moi, j'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais papa dit qu'il faut d'abord que je trouve une nouvelle maman. » Antoine rougit légèrement, gêné par la franchise de sa fille. Je souris, attendri par cette innocence. « Et tu cherches une nouvelle maman ? » Papa dit que non, mais moi je pense que si. Il sourit plus depuis quelque temps. La perspicacité de cette petite fille me surprit. Elle observait son père avec cet œil aiguisé des enfants qui ont grandi trop vite, qui ont appris à décrypter les émotions des adultes. Nous restâmes ensemble jusqu'à la fermeture du café. Antoine me montra les photos de sa femme, une belle femme brune au sourire lumineux qui ressemblait beaucoup à Emma. Il me parla de leur histoire d'amour, de leur projet interrompu, de sa bataille pour élever seule sa fille tout en reprenant le café familial. Mathilde aurait voulu qu'Emma grandisse ici, dans ce café où j'ai grandi moi-même. C'est notre histoire familiale, nos racines. Quand vint l'heure de partir, Emma me fit promettre de revenir bientôt. Elle me serra fort dans ses petits bras, et je sentis quelque chose se réchauffer dans ma poitrine. Cet enfant avait besoin d'affection féminine, et moi j'avais besoin de me sentir utile, nécessaire. Merci pour cette soirée, dis-je à Antoine sur le pas de la porte. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Emma a besoin de rencontrer des gens bien. Et moi aussi. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder, une douceur qui me troublait. Pas de la drague, pas de jeu de séduction, mais une sincérité désarmante. En rentrant à Paris cette fois-là, je ne pensais plus seulement aux paroles sages d'Antoine. Je pensais à ses mains qui essuyaient tendrement le visage de sa fille, à son rire quand Emma racontait ses aventures d'écolière, à cette chaleur familiale que je n'avais jamais vraiment connue. Pour la première fois de ma vie, j'avais envie de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Un mois était passé depuis ma première rencontre avec Emma. Chaque week-end, je prenais le train pour Lyon, officiellement pour voir Thomas dans le cadre de notre réconciliation, mais en réalité pour retrouver Antoine et sa fille. Nos après-midi au café étaient devenus mes moments les plus précieux. Emma m'avait adopté avec cette facilité déconcertante des enfants. Elle me montrait ses dessins, me racontait ses secrets d'écolière, me demandait de l'aider pour ses devoirs. Antoine nous regardait avec ce sourire tendre des pères qui voient leur enfant s'épanouir. « Léa, tu crois que les anges existent ?» m'avait demandé Emma la semaine précédente, en coloriant un dessin représentant notre petit trio. « Pourquoi cette question, ma puce ? » Parce que peut-être que maman t'a envoyé pour nous. Papa était triste avant, maintenant il chante sous la douche. Ces mots m'avaient bouleversée. Cette petite fille percevait des choses que nous, les adultes, n'osions pas encore nous avouer. Antoine et moi étions en train de tomber amoureux, mais nous avancions avec la prudence de ceux qui ont déjà souffert. Ce samedi-là, Thomas était passé au café après son jogging matinal. Il avait tout de suite remarqué la complicité qui s'installait entre Antoine, Emma et moi. Ses yeux pétillaient de cette malice fraternelle que je n'avais pas vue depuis des années. « Alors, petite sœur, on a des choses à me dire ? On apprend à se connaître, c'est tout. Emma t'a dessiné dans sa famille, et Antoine n'arrête pas de parler de toi quand tu n'es pas là. Si c'est ça, apprendre à se connaître. » Antoine avait rougi comme un adolescent, ce qui m'avait fait sourire. Il y avait quelque chose de touchant dans sa timidité d'homme mûr qui redécouvre l'amour. Thomas a raison, m'avait-il dit quand mon frère était reparti. J'ai des sentiments pour vous, Léa. Je ne sais pas si c'est le bon moment, si c'est bien pour Emma, mais je ne peux plus le nier. Moi non plus, avais-je avoué. Nous nous étions embrassés pour la première fois ce jour-là, un baiser doux et respectueux, pendant qu'Emma faisait sa sieste à l'étage. Un baiser qui goûtait l'espoir et les nouveaux commencements. Mais ma bulle de bonheur allait éclater plus vite que prévu.
Le dimanche suivant, Thomas avait commis l'erreur de mentionner ma nouvelle relation lors du traditionnel déjeuner familial. Il pensait bien faire, partager sa joie de me voir enfin épanouie. Il ne s'attendait pas à la réaction glaciale de nos parents. Antoine qui? Avait demandé papa en fronçant les sourcils. Antoine Lavigne. Il tient le café des Platanes, près du lycée. C'est quelqu'un de bien, papa. Léa rayonne depuis qu'elle le connaît. Un cafetier? Avait répété maman d'un ton qui en disait long sur son opinion. Il a repris l'affaire familiale après la mort de ses parents. Et il élève seul sa fille depuis que sa femme est décédée. Le silence qui avait suivi était lourd de reproches non formulés. Papa avait posé ses couverts avec cette précision maniaque qu'il adoptait quand il était contrarié. Léa, j'espère que tu ne t'engages pas dans une histoire compliquée. Cet homme a des responsabilités, un passé. Comme tout le monde, papa. Pas comme tout le monde, avait répliqué maman. Tu es avocate, tu as un avenir brillant. Pourquoi te compliquer la vie avec un veuf et son enfant? Leurs mots m'avaient blessé plus profondément que je ne l'avais imaginé. Après nos récentes réconciliations, j'espérais qu'ils comprendraient mon bonheur. Mais leurs préjugés de classe ressurgissaient, cette obsession du statut social qui avait toujours dicté leur choix. Vous ne le connaissez même pas. M'étais-je emporté? Nous n'avons pas besoin de le connaître pour savoir que ce n'est pas un parti convenable pour toi, avait tranché papa. Thomas avait tenté de prendre ma défense, mais c'était trop tard. Mes parents avaient déjà rendu leur verdict. Dans leur monde, un cafetier ne pouvait pas convenir à leur fille avocate, peu importe ses qualités humaines. Je les avais quittés en claquant la porte, une première dans l'histoire familiale des Moreau. De retour à Paris, j'avais appelé Antoine pour lui raconter la scène. Sa réaction m'avait surprise par sa maturité. Je comprends leurs inquiétudes, Léa. Je ne suis peut-être pas l'homme qu'ils imaginaient pour vous. Ne dis pas ça. Tu vaux 100 fois mieux que tous leurs prétendants parfaits sur le papier. Je ne veux pas être la cause d'une rupture avec votre famille. Vous venez à peine de vous réconcilier avec Thomas. Et moi, je ne veux pas laisser leurs préjugés détruire ce qu'on est en train de construire. Nous nous étions donné rendez-vous le week-end suivant pour en parler calmement. Mais je savais déjà quelle serait ma décision. Pour la première fois de ma vie, j'allais choisir mon bonheur plutôt que l'approbation de mes parents. Le vendredi soir, j'avais reçu un appel qui avait achevé de me convaincre. C'était Emma. Léa. Papa est triste. Il croit que tu ne vas plus venir nous voir à cause de tes parents. C'est vrai? Sa petite voix inquiète m'avait brisé le cœur. Cet enfant avait déjà perdu sa mère, elle ne méritait pas de perdre aussi celle qu'elle considérait déjà comme sa nouvelle maman. Non, ma puce. Je viendrai toujours vous voir. Je vous aime trop pour ça. Tu aimes papa aussi? Oui, Emma. Je l'aime aussi. Alors tout va bien. L'amour, c'est plus fort que tout, m'a dit ma maîtresse. Cette leçon de vie donnée par une enfant de 8 ans m'avait définitivement éclairé sur mes priorités. Ma famille de sang ne m'acceptait qu'à condition que je me conforme à leurs attentes. Antoine et Emma m'aimaient pour ce que j'étais vraiment. Le choix était évident. Le samedi matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé mes parents pour organiser une réunion familiale urgente. Ma voix était calme mais déterminée quand j'ai annoncé que je viendrais à Lyon avec Antoine et Emma. Pas pour demander leur permission, mais pour poser mes conditions. Léa, ce n'est vraiment pas nécessaire, avait protesté maman. Si, c'est nécessaire. Nous devons parler. Quand nous sommes arrivés chez mes parents, vers 15 heures, l'atmosphère était électrique. Papa nous a reçus dans le salon avec cette politesse glacée qu'il réservait aux visiteurs indésirables. Maman s'était réfugiée derrière ses bonnes manières, offrant du thé avec un sourire forcé. Antoine tenait la main d'Emma, qui observait cette maison bourgeoise avec des yeux écarquillés. Elle portait sa plus jolie robe, c'est la petite fleur que nous avions choisie ensemble pour l'occasion. Monsieur et Madame Moreau, je suis Antoine Lavigne. Je tenais à vous rencontrer pour vous parler de mes intentions concernant votre fille. Sa voix était posée, respectueuse mais sans servilité. Il avait revêtu sa plus belle chemise et s'était rasé de près, mais il restait authentiquement lui-même. Papa l'a jaugé du regard,
notant probablement ses mains calleuses de travailleur, sa montre simple, ses chaussures de bonne qualité mais pas de grande marque. Monsieur Lavigne, je ne doute pas de vos qualités personnelles. Mais vous comprendrez nos réserves. Léa a un avenir brillant, des perspectives. Papa, les jeux interrompus. Avant que tu continues, j'aimerais que tu regardes quelque chose. J'ai sorti de mon sac une feuille de papier pliée. Un dessin d'Emma représentant notre trio, Antoine tenant une tasse de café, moi en tailleur d'avocate, et elle au milieu, souriante, nous tenant par la main. En haut de la feuille, écrit en lettres colorées, ma nouvelle famille. Cette petite fille m'a appris en quelques semaines ce que vous ne m'avez jamais enseigné, que l'amour ne se calcule pas, ne se mérite pas par des diplômes ou un statut social. Emma s'est approchée timidement de mes parents. Avec cette sincérité désarmante des enfants, elle a dit « Bonjour monsieur et madame. Papa dit que vous êtes la famille de Léa. Moi, j'aimerais que Léa soit ma maman. Vous êtes d'accord ?» Le silence qui a suivi était pesant. Mes parents regardaient cette petite fille qui venait de formuler avec une innocence parfaite ce que nous, les adultes, n'osions pas dire clairement. Maman a été la première à craquer. Son visage s'est adouci en regardant Emma, et j'ai vu ses yeux s'embuer. Ma petite. Tu as quel âge? 8 ans. Et vous, vous êtes la maman de Léa? Oui, je suis sa maman. Alors si Léa devient ma maman, vous serez ma grand-maman? Cette logique enfantine a eu raison des défenses de maman. Une larme a coulé sur sa joue. Léa, a-t-elle murmuré, regarde-moi. Je me suis tournée vers elle, surprise par l'émotion dans sa voix. Depuis ta maladie, j'ai eu peur. Peur que tu souffres encore, peur que tu fasses des choix qui te rendraient malheureuse. Quand Antoine a perdu sa première femme, j'ai eu peur que tu vives la même douleur. Cette confession m'a bouleversée. Pour la première fois, maman m'expliquait ses réactions, ses craintes de mère surprotectrice. Et moi, a ajouté papa d'une voix cassée, j'ai toujours voulu que tu aies le meilleur. Dans ma tête, le meilleur, c'était la sécurité financière, le statut social. Je n'ai jamais pensé que le meilleur, c'était peut-être simplement d'être heureuse. Antoine a pris la parole avec cette sagesse tranquille qui le caractérisait. Monsieur Moreau, je ne peux pas vous promettre que je ne mourrai jamais. Personne ne peut faire cette promesse. Mais je peux vous promettre que tant que je vivrai, j'aimerai votre fille et je la protégerai de tout mon cœur. Et moi, je protégerai papa et Léa. A ajouté Emma avec cette détermination touchante des enfants. Thomas est arrivé à ce moment-là, prévenu par mes parents. Il a évalué la situation d'un coup d'œil et s'est avancé vers Antoine. Je suis Thomas, le frère de Léa. J'ai observé ma sœur ces dernières semaines. Elle rayonne depuis qu'elle vous connaît. Vous et votre fille, vous lui avez redonné confiance en elle. Il s'est tourné vers nos parents avec cette autorité nouvelle qu'il avait acquise depuis notre réconciliation. Papa, maman, regardez-la vraiment. Quand avez-vous vu Léa aussi épanouie? Aussi sûre d'elle? Jamais. Antoine et Emma lui ont offert ce que nous n'avons jamais su lui donner, l'acceptation inconditionnelle. Maman s'est levée et s'est approchée d'Emma, qui la regardait avec curiosité. Tu sais, ma petite Emma, j'ai été maîtresse d'école autrefois. J'aimais beaucoup les enfants de ton âge. Vous voulez voir mon carnet de notes? J'ai eu que des bonnes notes ce mois-ci. J'aimerais beaucoup voir ça. Emma a sorti fièrement son carnet, et maman s'est assise à côté d'elle pour le feuilleter. Papa nous observait, Antoine et moi, et j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Monsieur Lavigne, a-t-il dit finalement, accepteriez-vous de dîner avec nous? J'aimerais mieux vous connaître. Le sourire qui a illuminé le visage d'Antoine valait tous les discours. Emma a battu des mains, et maman a ri pour la première fois depuis notre arrivée. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord pour que Léa soit ma maman? A demandé Emma avec espoir. Mes parents se sont regardés, et papa a hoché la tête lentement. Si c'est ce qui rend ta nouvelle maman heureuse, alors oui, ma petite Emma. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'étais vraiment à ma place dans cette famille. Le jardin du Café des Platanes n'avait jamais été aussi beau. Des guirlandes lumineuses serpentaient entre les platanes centenaires, des bouquets de pivoines blanches ornaient les tables. 20 personnes seulement, mais les bonnes,
mes parents rayonnants, Thomas et Sophie, nos amis les plus proches. Tu es prête, ma chérie? Demanda maman en entrant dans ma chambre. Elle sortit un écrin de velours noir. Le collier de perles de mon arrière-grand-mère, celui qu'elle avait porté le jour de son mariage. Ta grand-mère disait que l'amour véritable se reconnaît à la paix qu'il apporte. Quand je te vois avec Antoine et Emma, je comprends enfin. Elle agrafa le collier autour de mon cou. Dans le miroir, je voyais une femme apaisée qui avait enfin trouvé sa place. En bas, Antoine m'attendait sous le grand platane, élégant dans son costume gris. Thomas était témoin, Emma resplendissante en demoiselle d'honneur rose poudrée. Depuis notre réconciliation, elle appelait mes parents Papy Henri, Mamie Claire. Léa, acceptez-vous de prendre pour époux Antoine, et de devenir la mère d'Emma? Oui, de tout mon cœur. Quand nous nous embrassâmes, Emma applaudit si fort que tout le monde éclata de rire. Elle se précipita vers nous pour un câlin collectif qui émut aux larmes nos invités. Le repas fut à l'image de notre famille, simple, chaleureux, authentique. Au dessert, Emma se leva solennellement. J'ai une surprise. Elle sortit un petit écrin fabriqué en classe. À l'intérieur, une bague en pâte à modeler dorée. C'est ma bague de maman pour Léa. Maintenant tu es vraiment ma maman. Les larmes aux yeux, je passai cette bague de fortune à mon doigt. Elle valait tous les bijoux du monde. Merci ma puce. Je serai toujours ta maman. Même quand tu auras un bébé dans ton ventre? Cette question innocente fit sourire toute l'assemblée. Emma abordait les sujets importants avec cette simplicité désarmante de l'enfance. Surtout à ce moment-là, répondis-je en la serrant contre moi. Thomas me prit dans ses bras avant de repartir. Merci, petite sœur. Tu m'as montré le chemin. Sophie et moi commençons une thérapie, et nous voulons un enfant. Notre famille va s'agrandir vraiment. 1 an plus tard. Le café des Platanes bourdonnait ce dimanche midi. Emma, 9 ans maintenant, aidait Antoine à servir nos invités, mes parents, Thomas, Sophie et leur bébé Louis, mon filleul de 3 mois. Maman berçait le nouveau-né en racontant des histoires à Emma, papa expliquait ses secrets culinaires à Thomas. Sophie et moi préparions le repas, complices comme des sœurs. Je posai ma main sur mon ventre légèrement arrondi. Notre secret à Antoine et moi, que nous révélerions bientôt. Emma aurait le petit frère qu'elle réclamait. En regardant cette famille recomposée, réconciliée, agrandie, je repensais à ce dîner où Thomas avait dit que ma place était dehors, avec les chiens. Il avait eu tort. Ma place était ici, dans cette chaleur humaine que nous avions construite ensemble. Dans les bras d'Antoine, les rires d'Emma, l'amour retrouvé de mes parents, la complicité reconstruite avec Thomas. Le cadeau offert à Thomas ce soir-là, ces lettres d'amour oubliées, nous avait menés vers cette évidence. L'amour véritable ne se mérite pas, il se donne. Et quand on le donne sans compter, il revient au centuple. Emma accourut vers moi, les joues roses d'excitation. Léa. Papy Henri dit qu'on peut avoir un chien. Je la pris dans mes bras en riant. Notre famille n'avait pas fini de s'agrandir.